La prophétie du scribe de 3e classe. Il y avait une fois un pauvre manant qui gagnait à peine de quoi manger à sa faim. C'était un marchand de toile qui vendait aux paysans de la toile grossière qu'il tissait lui-même avec le chanvre qu'il leur achetait. Et il gagnait si peu sur chaque lait tissé et revendu que c'était pitié de voir son dénûment. Il habitait dans la campagne une petite masure construite en terre séchée au soleil et qui n'avait qu'une pièce. Mais tout autour, il avait un peu de terrain et il avait bâti tout seul un mur de pierres entassées les unes sur les autres tant bien que mal pour être chez soi. Cela faisait une petite cour devant sa cabane et dans le coin de cette petite cour poussait par la grâce d'Amon-Ra un figuier. Ce figuier grandit et devint un arbre, et cet arbre unique devint pour le pauvre homme une source de plaisir, car il se reposait à l'ombre de ses larges feuilles, et quand le figuier donnait des figues, il les mangeait avec son pain. Il n'en cueillait jamais plus de 2 par jour, au temps où elles étaient mûres, pour les faire durer longtemps, car la saison des figues passée, il lui fallait manger son pain tout sec. Malgré tout, il louait et adorait Amon-Ra en toute saison, parce que c'était un homme pieux et vertueux. Or, une année, pendant l'hiver, comme il rentrait chez lui, après avoir vendu sa toile, et comme il se tournait vers le soleil couchant pour réciter ses hymnes, il s'aperçut tout à coup que le figuier était couvert de feuilles lisses et de fruits bien fermés. Il compta 10 figues sur les branches. Il y en avait une surtout, énorme, ronde, grasse, vermeille, et si mûre qu'elle semblait prête à tomber toute seule et à s'écraser sur le sol. Les autres, moins grosses et moins colorées, étaient prêtes à mûrir les unes après les autres. Le premier mouvement du marchand de toile fut de remercier Amon-Ra, qui faisait pour son fidèle dévot un miracle, des figues bonnes à manger en plein hiver. Et son second mouvement, au lieu de cueillir sans tarder la figue à point et de s'en régaler, fut d'aller consulter son voisin, le scribe de 3e classe, bien plus savant que lui. Ce scribe de 3e classe savait lire l'avenir dans le sable. Il prit la boîte où il gardait le sable, l'égalisa, y traça des lignes. Puis, il fit des calculs compliqués dans sa tête, récita une formule magique incompréhensible et finit par dire au marchand de toile : « Chaque jour, pendant 10 jours à la suite, tu porteras au pharaon celle des figues du figuier qui sera mûre à point ce jour-là et bonne à manger. Le 10e jour, ton destin s'accomplira. Le bon et le méchant seront l'un et l'autre mis à leur place. » Le marchand de toile ne put rien lui tirer de plus. Il lui laissa un lait de toile rousse pour le remercier et s'en fut chez lui. Or, le pharaon, dans son magnifique palais à Luxor, était tous les matins dans la cour des audiences, à partir du moment où le soleil se lève. Assis entre les 2 obélisques de l'entrée de la grande cour des audiences, entouré de ses amis et de ses serviteurs, il écoutait les plaintes de ses sujets avec patience, et il jugeait immédiatement toutes les affaires qu'on venait lui exposer. Nul, même le plus miséreux, n'était écarté. À vrai dire, si quelquefois le plaignant s'en allait avec un cadeau, en guise de consolation, plus d'un recevait avant de partir une régalade de coups de cravache pour lui apprendre à se plaindre à tort et à travers. Et les huissiers de Sa Majesté sont des maîtres en matière de bastonnade. Il en cuit au fellah qui a affaire à eux. Et à l'heure du midi, Sa Majesté retournait vers son palais et dans son harem pour s'y divertir à son gré le reste de la journée. Aussi le marchand de toile se leva-t-il de très bon matin. Avant l'aube, le voilà sur la route, trottant vers Thèbes pour n'être pas le dernier et se disant : le proverbe dit qu'en Égypte, l'or est la poussière des chemins, mais je ne vois sous mes pieds que de la poussière. Il se glissa dans la cour des audiences et prit la file, derrière les plaignants arrivés avant lui, malgré sa diligence. Il tenait à la main une assiette, sur laquelle se prélassait la belle figue bien mûre, entre 2 serviettes à franges, le plus bel échantillon de son négoce.
Lorsque vint son tour de passer, il se prosterna devant le trône de sa majesté, le nez dans la poussière. Il toucha de sa main droite son front et son oreille, tandis que sa main gauche offrait l'assiette au pharaon. Sans oser lever les yeux sur le souverain, il lui dit : « Ô mon Seigneur, soleil du ciel, moi, ton serviteur, poussière de tes pieds et seul que tu foules, je me roule de ventre et de dos 7 fois de suite dans la poussière à tes pieds. Voilà qu'Amon-Ra, le Dieu grand, m'a fait la grâce insigne d'envoyer sur mon figuier, hors de saison, des fruits magnifiques, bien gros et bien parfumés. Il n'est pas possible que cette aubaine soit destinée à la bouche indigne d'un pauvre marchand de toile comme moi. Certainement, le Dieu veut m'éprouver. Il convient que les choses rares soient offertes à ta majesté, et seul toi les mérites. Je t'ai apporté la première figue mûre, et avec ton consentement, je t'apporterai les 9 autres au fur et à mesure qu'elles seront à point. » Pharaon daigna déclarer que ce marchand de toile avait au plus haut point le sentiment des convenances, et il approuva la démarche. Bien mieux, il confessa que depuis quelque temps, il avait désiré des fruits frais. Enfin, il poussa la complaisance jusqu'à manger la figue sur-le-champ, et il la trouva exquise, et le dit. L'ayant appréciée comme il convenait, mûre et sucrée à souhait, il appela un de ses amis, debout derrière lui, l'intendant du palais, un nommé Anzab. Et Pharaon chargea cet Anzab de donner au pauvre marchand de toile 2 manteaux de lin et 100 pièces d'or. Le marchand rentra chez lui, bien content, drapé dans un de ses manteaux neufs. Il s'acheta sans tarder un âne blanc pour porter sa marchandise, et il invita ses voisins, sans oublier le scribe de 3e classe, qui fut le premier prié, et il le méritait certes, à venir manger chez lui. Ils firent un repas extraordinaire, avec 20 oies rôties, plus de 40 assiettes de sucreries et de la bonne bière, et même une cruche de vin. Aucun d'eux n'avait jamais si bien mangé, ni tant mangé de sa vie entière. Le lendemain, il se trouva qu'une 2e figue était à point, et le marchand de toile ne perdit point de temps. Il courut la porter à sa majesté. Et chaque jour aussi, le cadeau que sa majesté lui faisait était plus considérable que celui du jour précédent. Le marchand de toile reçut ainsi des esclaves, des chameaux, des terres, des pièces d'or et d'argent en quantité, tant et si bien que l'intendant du palais, Anzab, qui voyait passer ses richesses sous son nez, en conçut une grande jalousie. « Par le Dieu grand, dit-il en son cœur, si je n'y prends garde, sa majesté est capable de me mettre dehors et de donner ma place à ce pauvre individu qui n'est qu'un intrigant. » Il alla donc, la nuit tombée, jusqu'à la masure du marchand de toile. Il vit qu'il ne restait plus que 3 figues à l'arbre dans la cour. Il entra dans la maison, et il vit les serviteurs en train de préparer un somptueux repas. La vie avait bien changé par là. Anzab, l'intendant, dissimulant son envie, salua poliment le marchand de toile, auquel il fit beaucoup de compliments flatteurs. Les salutations finies, il ajouta : « Certes, vous êtes bien en cour. Sa Majesté parle sans cesse de vous. Il a même été question de vous donner en mariage la fille d'un général de l'infanterie. Mais il y a une chose gênante, une chose qui retardera votre faveur. Vous devez manger beaucoup d'ail, et l'odeur de l'ail incommode grandement Sa Majesté. Vous feriez bien de mettre un linge blanc devant votre bouche quand vous vous présenterez de nouveau à l'audience royale du matin. Certainement, Pharaon appréciera cette attention délicate et vous en récompensera en toute justice. » Le marchand de toile regretta fort d'avoir mangé tout son comptant d'oies rôties et de cuisses de bœuf avec de l'ail dedans et dans la sauce. Et le lendemain matin, quand il vint à l'audience présenter la plus belle figue du monde, la 8e au pharaon, il eut soin d'entortiller son cou et sa bouche avec une longue écharpe de lin blanc, et il se tint à longueur de bras, afin de ne pas incommoder le nez susceptible de Sa Majesté. Lorsque le marchand eut pris congé et se fut éloigné, le pharaon intrigué demanda à Anzab
l'intendant du palais, ce que voulait dire ce pansement inusité. « Je n'en sais rien, répondit Anzab, mais je vais m'en informer pour satisfaire la curiosité de votre majesté. » Le voilà qui court comme s'il voulait rattraper le marchand de toile, et qui revient à pas lents, l'air gêné et le nez bas. De plus en plus intrigué, Pharaon le pressa de questions. Cet Anzab se fit prier pour répondre, et même supplier, et enfin, il reçut de Pharaon l'ordre formel de parler. Au moment où Pharaon commençait à se fâcher pour de bon, à s'impatienter, quand il vit se hérisser les poils de la barbe royale, Anzab se décida, ou plutôt fit semblant de se décider à parler malgré lui, prosterné à terre, et dit d'une voix insidieuse. « Que votre majesté m'excuse si je suis obligé de répéter les propos grossiers de ce marchand de toile sans éducation. Cet animal, ce paysan de basse extraction, ignore la politesse et les belles manières. Il dit que sa majesté l'a comblé de bontés dont il lui est bien reconnaissant, mais que chaque fois que sa majesté daigne lui parler, elle lui envoie à la figure une bouffée nauséabonde qui manque de le faire défaillir. Il dit qu'il n'aurait jamais cru qu'un pharaon puisse avoir mauvaise haleine, s'il n'en avait pas approché un. Et il a entortillé le linge autour de sa bouche, afin de ne rien sentir, sans quoi il ne pourrait parler à sa majesté sans s'évanouir. « Quoi » gronda le pharaon. « Voilà un maraud qui trouve que le souffle d'essence divine ne fleure pas assez bon pour son fichu nez ?» Et Pharaon allait se mettre en colère à l'idée de ce crime sans précédent, de ce crime de lèse-majesté. Mais au contraire, il éclata de rire. « C'est bon, je ne serai pas en reste avec lui. Qu'il vienne encore m'offrir de ses bonnes figues, et je lui octroierai une grâce qui dépassera de bien loin tous les présents qu'il a déjà reçus. » Anzab, l'intendant du palais, se demanda s'il avait manqué son coup, et si, voulant ruiner le prestige du marchand de toile, il ne l'avait pas augmenté. Si le pharaon, en vrai souverain, était capable d'estimer la franchise plus que tout au monde. Dans ce cas, il aurait, lui, Anzab, fait une gaffe de belle dimension, et qui pourrait bien lui jouer un mauvais tour. Le lendemain matin, la cour des audiences vit arriver le marchand de toile, emmitouflé dans son masque de linge blanc, la bouche bien cachée, son assiette et sa figue bien mûres à la main. Pharaon accepta la figue et la dégusta avec gourmandise. Puis, il regarda le marchand d'un air soucieux. Enfin, il demanda l'encrier, le calame et le papyrus. Tous les scribes se précipitèrent pour offrir leurs services. Mais Pharaon les repoussa du geste, et il écrivit lui-même une missive assez courte, qu'il cacheta soigneusement de son sceau, pour la remettre ensuite au marchand de toile, en lui intimant l'ordre de porter ce billet au trésorier royal le lendemain matin. « Tu demanderas de ma part le trésorier en chef, lui dit-il, et certes, tu ne regretteras pas ta course. » L'audience terminée, l'intendant du palais Anzab accompagna le marchand de toile un bout de chemin, et ce faisant il le félicita. « On voit bien, lui insinua-t-il, que sa majesté est contente de vous. Vous avez bien fait de suivre mon conseil. Elle m'a chargé de vous courir après, pour vous épargner le petit dérangement de faire cette démarche auprès du trésorier demain matin. L'ordre écrit de sa main, que Pharaon vous a remis, porte que le trésorier en chef doit vous compter 1000 pièces d'or, en échange de la lettre cachetée du sceau royal. Sa majesté m'envoie vous les porter, ces 1000 pièces d'or. Les voilà bien exactement vérifiées dans ce sac. Rendez-moi l'ordre scellé qui devient inutile. » Le marchand de toile ravi prit le sac et rendit le rouleau scellé du sceau royal. Puis, il continua sa route et Anzab rebroussa chemin. Le rouleau à la main, Anzab ne se tenait pas de joie, il tenait la fortune. Il trépigna d'impatience toute la nuit, et, l'aube à peine levée, le trouva à la porte du trésorier en chef. Le trésorier reçut la missive, baisa respectueusement le sceau royal, puis le brisa et lut la lettre. Aussitôt il leva le doigt. 2 des soldats de garde avancèrent, se saisirent d'Anzab, intendant du palais,
et d'un coup de sabre bien appliqué, un troisième fit voler sa tête en l'air et elle roula à terre. Il n'avait certes pas eu le temps de comprendre l'aventure, que tout était fini. Pendant ce temps, dans la cour des audiences, le marchand de toile arrivait comme tous les matins, tout content, son assiette à la main, son écharpe blanche bien roulée autour de son cou et la bouche voilée. Quand il le vit, Pharaon n'en crut pas ses yeux. Il les frotta vigoureusement et regarda. Pas de doute, le marchand était là, bien vivant, et il apportait sa figue journalière. Pharaon chercha des yeux l'intendant du palais, Anzab, pour lui demander des explications. Mais pour la première fois depuis des années, Anzab n'était pas là. Et justement, voici qu'arrivait le trésorier en chef, un assez gros sac de cuir à la main. Pharaon l'aperçut et lui dit « Alors, on n'obéit plus à mes ordres ici. Pourquoi n'as-tu pas fait décapiter l'homme que je t'ai envoyé avec un rouleau écrit et scellé de ma main ?» Le trésorier était déjà aplati à terre devant Pharaon tout apeuré. « Que sa majesté me pardonne, je l'ai fait raccourcir, conformément à l'ordre dont il était porteur, et sans perdre de temps. D'ailleurs, la voilà à sa tête. » Et, ouvrant le sac, il en sortit la tête de l'intendant du palais, qu'il déposa avec précaution auprès du pharaon. Et il est inutile de décrire l'étonnement illimité de tous ceux qui étaient présents dans la cour des audiences ce matin-là. « Comment » s'écria Pharaon. « C'est mon intendant du palais que tu as fait raccourcir. »« C'est formidable. » »« Mais, » répondit le trésorier en chef, « Sa Majesté n'a-t-elle pas écrit de sa main l'ordre de faire décoller sans plus de cérémonie et sans retard le porteur de cet ordre, scellé du sceau royal ? J'ai obéi sans hésiter, instantanément. » « Exactement, dit Pharaon, mais il y a mal donne. Ce n'est pas l'intendant du palais qui était chargé de te remettre cet ordre. »« C'est bien l'homme dont voilà la tête qui me l'a apporté, Seigneur, je te l'affirme. » Le marchand, hébété de l'aventure, fut vivement pris à partie et interrogé. Il retrouva assez d'esprit pour conter comment l'intendant du palais était venu le visiter dans sa maison, pour lui conseiller de cacher sa bouche malodorante, afin de ne plus incommoder l'odorat de sa majesté, par son souffle empesté d'ail, et comment Anzab lui avait repris en échange le rouleau scellé du sceau royal. Le pharaon, à la limite de l'étonnement et de la surprise, et ne sachant que dire, loua Amon-Ra, le dieu grand. Évidemment, déclara sa majesté, cet Anzab, intendant du palais, était une vieille canaille, un vilain imposteur, un traître menteur, un voleur fieffé. Mais tout est bien qui finit bien. S'il nous a trompés, s'il a voulu te voler croyant que j'allais te combler de richesses et que l'ordre scellé lui vaudrait un trésor, à son tour, il a été volé et sa tête a payé pour la tienne. À son tour prend sa place et devient l'intendant de mon palais. Le marchand de toile s'inclina jusqu'à terre et son front toucha la poussière, aux pieds du pharaon. Ce faisant, sa majesté l'entendit murmurer quelques paroles. « Que marmonnes-tu là » demanda-t-il. « N'es-tu pas satisfait ?»« Je déborde de satisfaction, ô Seigneur. Mais je me disais que le scribe de 3e classe avait bien vu l'avenir, qu'il soit béni, sa science est certaine. » « Qu'est-ce que c'est que ce scribe de 3e classe, et qu'a-t-il à faire dans tout ça ?»« Que sa majesté voit par elle-même. Le jour où je l'ai consulté, ne m'a-t-il pas conseillé d'offrir mes figues, si belles et si bonnes, trop belles et trop bonnes pour un pauvre manant, au pharaon, seul digne d'avaler ses raretés, et ne m'a-t-il pas annoncé que, le 10e jour, le bon et le méchant se retrouveraient chacun à leur place ? Et voilà que l'intendant du palais Anzab est mort, et que moi je suis à sa place. »« Tout est bien, dit le pharaon, mais tu oublies de me donner la 10e figue. » Et sa majesté dégusta la 10e et dernière figue.